La beauté du PER, c'est que si vous investissez 10 000, ça vous a coûté 7 000, mais vous allez de l'argent qui travaille sur une base de 10 000 euros alors que vous n'avez réellement mobilisé que 7 000. L'avenir, il est florissant dans le sens où on voit bien que l'impact démographique va dans le mauvais sens, que le nombre d'actifs va dans le mauvais sens. Donc il est clair que de plus en plus d'épargnants vont prendre en main leur propre épargne retraite. Aujourd'hui, il y a moins de 2% des revenus à la retraite qui viennent de notre propre épargne, donc qui viennent de rentes qu'on s'est soi-même créées. Est-ce que tu penses que ceux qui ne prennent pas ce tournant-là vont se mettre en danger? Est-ce que tu penses que 2% aujourd'hui, c'est assez? Bien sûr que non. Alors, cette stratégie de constitution de revenus, avec des méthodes que tu évoques très souvent, elles sont primordiales. Économiser des impôts tout en investissant pour vous constituer un capital pour demain. Le PER est l'un des rares outils qui le permet, mais 90% des Français ne l'utilisent pas correctement ou pas du tout. Pourtant, avec les bonnes stratégies, il peut vous faire économiser des milliers d'euros d'impôts tout en plaçant votre argent sur de très bons investissements. Pour en parler aujourd'hui, je reçois un expert du PER, Yves Conan, coprésident de l'INCSEA, et on va parler des avantages fiscaux méconnus du PER versus le PEA versus l'assurance vie, des pièges à éviter, des secrets pour une bonne allocation, et surtout, pourquoi ouvrir un PER dès maintenant, avant le 31 décembre. Bonjour Yves. Bonjour Mathieu, merci de m'accueillir une nouvelle fois après cet épisode Assurance Vie. C'est ça, l'an dernier on avait fait tout un guide complet sur l'assurance vie. Exactement, donc cette année on va et faire voilà, pareil. la saison se prête bien au plan épargne retraite, donc merci de m'accueillir. Commençons concrètement, qu'est-ce qu'un PER et comment ça fonctionne? Alors un PER, c'est une enveloppe fiscale, au même titre que l'assurance vie, on pourrait dire que c'est son cousin germain. L'idée c'est de s'astreindre quelque part à une démarche financière de préparation de la retraite dans un contexte où aujourd'hui ce sujet est relativement brûlant et que la majorité des gens savent que le financement du système de retraite sera un petit peu délicat. Et ben, l'État a créé un produit d'épargne qui a globalement assez bien fonctionné, qui a séduit déjà de nombreux Français. La philosophie, elle est très simple. Je verse de l'argent sur une enveloppe fiscale qui est donc le PER, moyennant quoi je m'engage à garder cet argent bloqué jusqu'à la retraite, sauf quelques cas qu'on verra ensemble, des cas un petit peu extrêmes. Et la contrepartie de cette durée de blocage, c'est que je vais pouvoir baisser mes impôts à hauteur de ma tranche marginale d'imposition. Donc ça peut représenter des économies très importantes en termes de pouvoir d'achat. Est-ce que tu peux donner des exemples concrets, chiffrés d'économies? Je vais prendre un exemple simple. Ouais. Un couple qui déclare à peu près 100 000 euros de revenus va payer un certain montant d'impôts. S'il se dit, tiens, j'aimerais bien baisser un petit peu ma facture fiscale, il va se dire, je vais utiliser 10 000 euros de mon épargne de l'année pour les verser sur des plans épargne retraite. Eh bien, sa base d'imposition, sa base taxable, va passer de 100 000 à 90 000. Et s'il a une tranche marginale d'impôt à 30%, il va gagner 30% multiplié par 10 000 euros, c'est-à-dire 3 000 euros, c'est-à-dire qu'il payera l'année suivante 3 000 euros d'impôt en moins. Voilà, et ensuite, si on est à une tranche à 41, c'est 4 100 euros d'impôt en moins. 45%, 4 500 euros. Et pour les gens qui sont très très fortement fiscalisés, ça peut aller jusqu'à 45% de réduction d'impôt, dans un objectif qui est quand même assez sympathique, qui est la sanctuarisation d'une épargne vraiment long terme pour la retraite. Le PER, déjà, pour tous ceux qui connaissent l'assurance vie, souvent, c'est des contrats miroirs, donc c'est vraiment le copier-coller, mais c'est juste qu'il y a des règles différentes. En parlant de ces règles, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a un plafond. On ne peut pas annuler tout son impôt. Est-ce que tu peux nous expliquer les plafonds sur le PER? Eh oui, l'État a prévu, on va dire, des bornes. Ces bornes, globalement, c'est un plancher de 4 500 euros par an. C'est-à-dire que même si vous ne travaillez pas ou que votre épouse ne travaille pas, elle peut vous aider à avoir, on va dire, un compteur de déduction fiscale. Et puis ensuite, sur la partie haute de cette fourchette, vous êtes limité à 10% de vos revenus, dans la limite de 10% du plafond de la sécurité sociale, ce qui nous amène à peu près à 37 000 euros sur une année. Voilà, donc votre plafond annuel, c'est entre les 37 000 et les 4 500, ça c'est le plancher. Exactement. Et dans la limite de 10% de vos revenus. Sachant que si on n'a pas utilisé ces plafonds précédents, si on n'a pas versé les 3 années précédentes, c'est reporté. Bonne nouvelle, si vous êtes un primo-accédant du plan épargne retraite, c'est-à-dire que si c'est votre première souscription, votre premier versement, vous pourrez de toute façon retrouver sur votre déclaration d'impôt de l'année précédente des plafonds non utilisés que l'État vous permet d'utiliser. C'est-à-dire que ça peut faire un stock relativement conséquent si vous souhaitez faire une grosse économie d'impôt au moment de votre premier versement. Et d'ailleurs, si on est en couple, marié ou pacsé, on peut mutualiser les plafonds. Il y a une case à cocher au niveau de la déclaration fiscale. Exactement, c'est-à-dire que si vous avez, vous, un gros plafond, votre épouse assez peu et que vous souhaitez lui faire bénéficier
de votre plafond à vous, eh ben, elle pourra effectuer sur son propre plan épargne logement, inversement avec votre quota. Sur cette chaîne YouTube, on parle souvent du PER, de l'assurance vie, du PEA. Il y a beaucoup de gens qui investissent en PEA parce que c'est une superbe enveloppe également. Et ce que les gens savent moins, c'est que le PER peut être plus intéressant que le PEA grâce à cette économie d'impôt, même si sur le PER, on va avoir pour les meilleurs contrats des frais. Il y aura des frais forcément. Pour les meilleurs contrats, ça sera autour de 0,5% par an. J'ai fait un petit calcul, on a un simulateur chez S'investir. Et en fait, si vous investissez 10 000 euros à 7% par an sur votre PER sur 20 ans. Sur le PEA, la comparaison, elle ne va pas se faire avec 10 000 euros, elle va se faire avec 7 000 euros, parce que là, on a gagné 3 000 euros d'impôt grâce au PER. Et bien à la fin, vous vous retrouvez avec 1 000 euros de plus sur le PER, quand bien même il y avait ces petits frais annuels à payer. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de se dire que le PER, ça peut être plus intéressant qu'une enveloppe comme le PEA. Alors, malgré des frais, quand ils sont limités, ça c'est vrai que c'est important de le souligner parce que ce n'est pas le cas partout, hein. Il y a beaucoup de grands réseaux bancaires, grands réseaux d'assurance qui vendent des plans épargne retraite avec des frais élevés. Si on a des prêts qui sont un petit peu tirés vers le bas, la performance financière, globalement, peut être au fond assez similaire. En revanche, on aura probablement plus de familles de support d'investissement disponibles au sein d'un PER. On y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, l'autre élément, c'est qu'au fond, si vous avez un PER d'un montant relativement élevé, eh bien, vous bénéficiez d'exonération de droits de succession dans le cadre d'un PER assurantiel, alors que votre PEA rentrera dans une base taxable en termes de droits de succession. Donc, ça fait quand même des éléments qui peuvent être assez sympathiques pour privilégier un PER. Et comment ça se passe à la sortie du PER ? Bah alors, au fond, c'est assez simple, hein, on l'a bien compris. On verse tous les ans, on a des économies d'impôts, le capital fructifie et à la sortie, et c'est une des raisons du succès, on va avoir la possibilité de récupérer son épargne, soit de manière fractionnée en capital, c'est-à-dire on fait au fond comme sur un contrat d'assurance vie un rachat partiel. Ce rachat partiel, il va être soumis à une fiscalité sur le capital investi d'un côté et sur les gains de l'autre. Donc on va refiscaliser le capital investi à la sortie, mais généralement, le taux marginal d'imposition au regard de la baisse du taux de remplacement, c'est-à-dire du niveau de retraite, fait qu'on a une tranche d'imposition qui est plus faible et c'est donc plus favorable quand on peut le récupérer en capital et on peut l'ajuster en fonction de ses besoins. Le capital à la sortie est disponible en fonction des besoins de chacun. Voilà, sinon on peut aussi sortir en rente viagère. Et également, ce qu'il faut dire, c'est que même si à l'entrée, on a économisé 30% d'impôts et qu'à la sortie, imaginons, on a encore des jolis revenus, on repaye ces 30% à la sortie d'impôts qu'on n'a pas payé finalement, eh bien, grâce à ce levier fiscal et aux intérêts composés qu'on a pu générer, c'est là en fait la grande force du PER. La beauté du PER dans la performance, c'est que si vous investissez 10 000, ça vous a coûté 7 000. Mais vous avez de l'argent qui travaille sur une base de 10 000 euros alors que vous n'avez réellement mobilisé que 7 000. Ça veut dire qu'en fait, votre taux de rendement monte d'environ 30%. C'est-à-dire que même sur un fonds en euros à 3%, en clair, c'est comme si votre fonds euro travaillait à 4%. Donc ça, sur un actif sans risque, vous me faites la même chose sur un ETF qui aura une performance de 10% par an. C'est comme si votre argent travaillait à 13%. Donc cet effet cumulé lié à l'économie d'impôt, il est vraiment hyper puissant. On verra d'ailleurs, est-ce que c'est intéressant pour tout le monde et pour ceux qui sont non imposés. Avant ça, le PER, est-ce que selon toi, c'est une carotte fiscale ou c'est un vrai outil patrimonial ? C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, en France, l'aversion à l'impôt est importante. Les sujets de hausse d'impôts sont toujours de plus en plus d'actualité. Évidemment, ce message d'avantage fiscal, il attire les épargnants. Voilà, c'est une partie du succès. Maintenant, la beauté de ce produit, c'est qu'il permet de gérer de manière encadrée son épargne sur des supports d'investissement où la probabilité de sortie de route est faible, comparé à des investissements de défiscalisation qui sont parfois requalifiés, hasardeux, mal compris. Donc en tout cas, ça permet de baisser ses impôts d'un côté. Donc oui, il y a une carotte fiscale, mais d'un point de vue patrimonial, on a un produit d'épargne vraiment long terme qui est facilement compréhensible par les épargnants. Donc ça en fait un vrai outil patrimonial. D'ailleurs, c'est un des seuls produits où on va économiser des impôts et qui est
vraiment intéressant. Il y a tellement d'outils, de dispositifs fiscaux qui sont juste des carottes fiscales, là, par contre, et qui ne sont pas du tout un outil patrimonial et qui parfois sont assez catastrophiques sur le plan financier. On peut parler par exemple de l'ancien dispositif Pinel. Un Pinel sur deux n'était tout simplement pas rentable. On ne gagnait pas d'argent là-dessus. Donc ça, c'était catastrophique. Là, avec le PER, on a quand même un dispositif où on peut très bien faire les choses. Non, mais la beauté, c'est qu'à l'entrée, on peut calculer le montant de son économie d'impôt. Une fois qu'on est rentré, on peut déterminer un vrai niveau de risque, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait rentrer sur un plan épargne retraite avec uniquement des supports sécurisés comme le fonds en euros, bah, c'est quelque chose d'accessible. On va y venir, c'est peut-être pas la bonne solution quand on a beaucoup de temps devant soi, mais quelqu'un qui souhaite sécuriser son épargne sur un rendement modeste pourra ne pas prendre de risque. Donc ça reste une belle solution financière. Du coup, le PER, pourquoi aujourd'hui, selon toi, c'est un outil essentiel pour préparer sa retraite? Bah, aujourd'hui, on sait que la préoccupation retraite, elle est extrêmement importante chez les Français. On sait que beaucoup d'entre eux n'ont pas mis en place de stratégie particulière. Donc oui, on va dire qu'il y a, allez, 4 grandes enveloppes, hein, le livret A, la disponibilité, l'assurance vie, qui est globalement un outil semi-liquide qui capitalise avec des avantages fiscaux, le PEA pour les amateurs de produits en action, et puis depuis quelques années, ce fameux PER qui, comme son nom l'indique, plan épargne retraite, fait en sorte que quand vous regarderez votre relevé de compte, votre agrégateur de compte, bah, vous savez que ce produit, il est uniquement dédié à la préparation de retraite, que l'argent ne sera disponible qu'à cette date. Et ça permet vraiment d'isoler, de sanctuariser un compartiment d'épargne pour cette problématique qui va vraiment toucher tous les Français à maturité. Selon toi, pourquoi ouvrir un PER et pourquoi l'ouvrir le plus tôt possible? Alors pourquoi ouvrir un PER? On l'a dit, hein. Avantage fiscal, c'est toujours sympathique tout de suite. Donc ça, c'est le petit gain à l'entrée qui est parfois plus compliqué à mettre en place, c'est-à-dire dire à quelqu'un, tiens, mets 200 euros par mois sur un contrat d'assurance vie, on n'en voit pas la finalité. Bah, le même versement fait sur un PER, ça va vous créer un pouvoir d'achat fiscal dès l'année suivante. Donc, on en voit un bénéfice court terme qui est assez sympathique. On sait qu'à long terme, on peut prendre plus de risques pendant cette période d'attente et puis qu'à la fin, l'argent reviendra disponible. Donc, voilà, pas attendre pour ouvrir un produit comme ça, bah, c'est assez simple. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il vaut mieux le faire avant la fin d'année. C'est-à-dire que là, normalement, vous avez cette année probablement reçu le décompte de vos impôts. Si vous vous dites, tiens, l'année prochaine, ça va quand même piquer un peu, et ben, ça vous permet de prendre vos dispositions et de vous créer un pouvoir d'achat avant qu'il ne soit un petit peu trop tard. Et du coup, qu'est-ce qu'on met dans son PER? Sur quoi on peut investir? Alors le PER, hein, tu l'as dit, c'est le miroir de l'assurance vie. C'est-à-dire que si on a un bon contrat d'assurance vie et qu'on prend son clone en PER, on va pouvoir investir de la même manière sur toutes les classes d'actifs. Donc il faut effectivement choisir une enveloppe fiscale qui offre un choix important en termes de solutions financières, de la moins risquée à la plus risquée. Mais on peut globalement aujourd'hui, dans un PER, investir sur toutes les grandes thématiques qui permettent de composer une allocation d'actifs. Donc, un très bon fonds euro, des SCPI, des ETF, du private equity. Des fonds de gestion active, des fonds obligataires datés, parfois des actions en direct qui viennent un petit peu ou prou concurrencer, même si l'univers sera plus restreint, des PEA. Donc on peut quasiment tout mettre aujourd'hui au sein d'un plan épargne retraite. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut mettre dans son plan épargne retraite? Peut-être moins de support avec peu de risques et forcément peu de performance long terme. Oui, c'est vrai que on échange souvent sur ce sujet. Une bonne allocation d'actifs, c'est au fond cumuler un petit peu les grandes familles d'investissements. Il est clair qu'aujourd'hui, les investissements, on va dire chez Lynxea, la majorité des gens en assurance vie mettent à peu près 40-45% de leur épargne sur des produits en euros, fonds garantis disponibles à tout moment, le reste sur différentes unités de compte. On peut espérer que dans le cadre d'un plan épargne retraite, parce qu'on sait réellement que l'argent sera bloqué jusqu'à la date de liquidation, le montant du fonds en euros sera plus faible, qu'on aura une anxiété un petit peu plus faible et qu'on sera plus enclin à prendre un petit peu plus de risques, c'est-à-dire peut-être réduire un petit peu la quote-part de fonds en euros, parce qu'on sait qu'on a des durées d'investissement qui peuvent être extrêmement longues. Voilà, quand on sait qu'on prend sa retraite dans 20 ans, c'est dommage de mettre pendant 20 ans du fonds euro. En tout cas, on le voit, hein, le taux d'unité de compte chez les épargnants Lynxea est plus élevé dans le cadre de plans épargne retraite que dans le cadre de contrats d'assurance vie. C'est-à-dire que les gens ont accepté le fait que cette indisponibilité permettait de tolérer un petit peu plus de risques. Pour aller chercher plus de performance aussi. Exactement. Alors maintenant,
Comment on fait pour bien choisir son contrat PER? Parce qu'il en existe des centaines, alors j'ai pas compté, mais il en existe plein, et aussi dans des réseaux traditionnels. Chez Lynxea, donc courtier en ligne, tout se passe en ligne. Voilà, c'est quoi les critères selon toi pour choisir son plan épargne retraite? Alors, on va dire que je radote un peu, hein, j'ai pas encore Alzheimer, mais les critères sont les mêmes que pour un contrat d'assurance vie, les mêmes que pour un PEA. C'est-à-dire, on regarde d'abord le niveau de frais, parce que là, au fond, on l'a dit, hein, ça peut être des durées d'investissement de 20 ou 30 ans. Donc 0,10, 0,20 de frais de gestion supplémentaires et parfois beaucoup plus dans certains grands réseaux bancaires. Ça va gangréner la performance de votre épargne à long terme, hein. Ça, donc c'est vraiment important. Donc le niveau de frais et des frais de gestion en particulier. Deuxième critère très important, la profondeur des supports d'investissement. Donc tu l'as dit, hein, des supports immobiliers, des supports de private equity, des supports de type ETF, des fonds de gestion active, des actions en direct, parfois des produits structurés. Voilà, il faut que tous ces supports puissent être représentés. Ça, c'est vraiment important. Puis, dernier élément qui est peut-être encore un petit peu plus important que pour un contrat d'assurance vie, c'est la notion de service et de conseil auquel toi, tu es très attaché. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, hein, le montant de la baisse d'impôt va être fonction de la tranche marginale d'imposition et que globalement, si je mets certains versements sur mon plan épargne retraite où je baisse mes impôts à hauteur de 30%, arrive un moment où on va passer dans la tranche du dessous à 14%. À 11. Ah pardon, à 11%, heureusement que tu es là. Et c'est à ce moment-là qu'il va peut-être falloir se dire, tiens, à 11%, c'est moins intéressant qu'à 30%, donc j'attendrai l'année prochaine. Donc la notion de conseil, elle est quand même importante sur ce produit-là, qui est un tout petit peu plus technique, peut-être qu'un contrat d'assurance vie qui est disponible à tout moment. Ce qu'on peut dire aussi pour tous ceux qui ont un contrat, donc qui vont analyser peut-être après cette vidéo et qui vont regarder que oui, il y a des frais importants, je paye 1% de frais de gestion sur mon contrat, j'ai pas des ETF, j'ai pas des bons placements à l'intérieur, eh ben on peut transférer son PER. Ouais, le check-up, il est toujours important, c'est vrai sur tous les produits d'épargne. C'est-à-dire que le jour où on commence à s'y intéresser, qu'on a la chance que tu puisses un peu éveiller les chakras des épargnants, c'est de dire, OK, je fais un petit point. Est-ce que mon contrat, il y a beaucoup de frais? Ah, il y a beaucoup de frais. Deux, est-ce que la performance ou est-ce que j'ai une capacité à générer de la performance parce qu'on me donne beaucoup de choix? Ah non, j'ai pas ça non plus. L'excellente nouvelle, c'est que vous pouvez bouger ces contrats d'épargne retraite d'un prestataire à un autre. Voilà, après, généralement, après quelques années, ça se fait avec un niveau de frais qui est relativement modéré. En tout cas, Après 5 ans, c'est gratuit. voilà. Mais en tout cas, avant 5 ans, il peut y avoir des formes de pénalités. Après 5 ans, c'est gratuit. Et même si parfois il faut bouger avant 5 ans, vous avez beaucoup plus à gagner à bouger tout de suite que d'attendre la suite des événements. Donc en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que c'est des contrats qui sont mobiles. Voilà. Et même petite astuce pour ceux qui ont des anciens contrats Madelin, article 83, etc., on peut les transférer vers le nouveau contrat depuis la loi Pacte, donc vers ce PER. Exactement. Donc sur les contrats type article 83, que les gens connaissent assez peu. Voilà, moi je vous incite à aller voir le site de consultation de la retraite française qui vous permet de répertorier des produits article 83 dont vous saviez parfois même pas qu'ils avaient existé dans votre carrière professionnelle et de les rapatrier. C'est ce qui m'est arrivé moi qui avais travaillé dans une banque. Parce que souvent, ils sont assez médiocres. Ils sont médiocres et parfois vous avez votre feuille de paye, on ne sait même pas qu'on cotise pour ce type de contrat. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et puis les Madelins, peut-être une toute petite précision. Pour des très très vieux contrats Madelin, attention aux tables de mortalité. Si on a des tables de mortalité qui sont d'ancienne génération, il faut être c'est pour ça que je parlais de conseil. Ça peut valoir le coup de garder un contrat qui est peut-être de qualité intermédiaire, mais qui bénéficie d'anciennes tables de mortalité si on doit sortir en rente. Voilà, parce que la table de mortalité va définir le montant de la rente, donc ça peut être intéressant peut-être de le garder si elles sont avantageuses. Ou en tout cas de vérifier avant transfert que tout ça est bien pertinent. Ouais. Qu'est-ce qui différencie maintenant les PER de Lynxea des autres? Nous, l'ADN de Lynxea, il est toujours très très clair. Hein. C'est un niveau de frais qui est quasiment le plus bas du marché sur nos différents PER et une offre de gestion financière qui est vraiment extrêmement large. C'est-à-dire qu'on a assez peu d'épargnants qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds sur les différentes familles d'investissement. Et puis derrière, on a aussi la chance, je parlais un peu de conseils, d'avoir des équipes de relations clients qui sont tous conseillers en investissement financier et qui sont capables de répondre à des questions relativement complexes auxquelles voilà, l'épargnant aujourd'hui qui franchit la porte de son agence bancaire n'aura pas forcément les réponses adéquates.
D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je t'invite toi, hein. C'est parce que nous, on fait des comparatifs complets, indépendants, des meilleures assurances vie, PEA, banque en ligne et notamment PER. Et le Lynxea Spirit, le PER Lynxea Spirit est classé numéro 1 de notre comparatif. Pour nous, c'est aujourd'hui un des meilleurs contrats du marché avec des frais faibles, les bons supports, etc. Donc non, bah, c'est sympa. Nous, on est convaincus que c'est vraiment un super produit. Évidemment, on dit à tous les épargnants, tentez le coup de la stratégie d'épargne. C'est-à-dire que vous verrez le bénéfice financier que vous en aurez. Et si vous êtes mécontent de l'Inxea, eh bien, on l'a dit, la bonne nouvelle, c'est que vous ne serez pas bloqué, puisque ce contrat, il est portable et que vous pourrez éventuellement partir de chez nous. On en sera évidemment très malheureux. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de changer de prestataire de gestion si c'est nécessaire. Effectivement, contrairement à l'assurance vie qu'on ne peut pas transférer. En théorie, il y aurait quelques... Voilà, mais en pratique, c'est quasiment C'est impossible. compliqué, oui. Et d'ailleurs, on mettra un lien vers les PER de Lynxea pour ceux que ça intéresse en description, pour ceux qui veulent aller voir votre offre en PER. On mettra aussi un lien vers notre comparatif si vous voulez aussi aller voir Bah, avec grand plaisir. tous les PER qu'on a analysés et notre sélection. Il y a de la matière. Il y a 40 ou 50 critères. Ouais. Donc voilà. Alors pour le PER, tu l'as un petit peu dit, il y a des déblocages anticipés en cas de situation assez délicate. Donc notamment invalidité, soit de vous, de vos enfants, de votre époux, épouse, votre partenaire de Pacs. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre la retraite à ce moment-là. S'il y a un de ces événements qui survient, mais on peut retirer de son PER. Donc invalidité, voilà. Décès de votre époux ou épouse ou votre partenaire de Pacs. Expiration de vos droits aux allocations chômage. Surendettement. Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire. Et puis achat de sa résidence principale. Ouais, donc il y a beaucoup de cas un peu de force majeure, hein, ce qu'on retrouve aussi sur les produits d'épargne retraite entreprise. Mais attention peut-être sur les résidences principales, en cas de rachat anticipé, on va réintégrer le montant de l'épargne investie au sein de la tranche marginale d'imposition. Donc on va refiscaliser, pour dire ça de manière plus claire. En revanche, la plus-value, elle, subira la fiscalité traditionnelle. Voilà, parce que les autres événements que j'ai listés, ça sera exonéré finalement d'impôt. L'avantage fiscal à l'entrée n'est pas repris à la sortie. Mais pour l'achat de la RP, attention, voilà, si vous débloquez une grosse somme en une année, tout ça va être mis dans votre revenu fiscal de référence. Et là, ça peut même exploser. Ça peut faire monter le montant de votre impôt. Donc attention à ça. Maintenant, à qui s'adresse le PER? Parce qu'on a dit, effectivement, quand on est à 30, 41 ou 45 de tranche marginale d'imposition en TMI, c'était très intéressant, parfois même plus intéressant. Enfin, même, c'est pas parfois, c'est plus intéressant que le PEA. Par contre, pour des gens qui ne sont pas fiscalisés, qui sont à 0% ou peu fiscalisés à 11%, est-ce que vraiment c'est intéressant pour eux? Alors, tu l'as dit, hein, quand on a une tranche à 30% ou plus, oui, c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant que c'est généralement des populations de gens à revenus plutôt élevés et qui, eux, auront une baisse du taux de remplacement, c'est-à-dire du niveau de leur retraite qui va être forte. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tout intérêt à faire vraiment attention. Ensuite, si on a des tranches marginales d'imposition à 0 ou à 11%, ce n'est pas l'économie d'impôt qui va guider. Donc là, on peut probablement privilégier un petit peu plus l'assurance vie, à une exception comportementale près. C'est que si quelqu'un sait que sur l'assurance vie, il va avoir une démarche d'épargne régulière, sans économie d'impôt, mais qu'en revanche, il est un petit peu dépensier et qu'il a compris qu'en faisant un rachat partiel, il pouvait rapidement récupérer son épargne, puisque sur l'assurance vie, c'est disponible à tout moment. Le seul vrai avantage du plan épargne retraite, c'est que ça bloque l'argent de manière définitive, sauf cas de force majeure qu'on a évoqué, et ça vient isoler de son patrimoine. On le voit apparaître, on est content, on peut voir des plus-values, mais on sait qu'on ne va pas dépenser cet argent pour acheter des fringues, aller en voyage. Voilà, ça crée vraiment un capital et c'est en ça qu'il peut avoir un intérêt. Mais sinon, probablement, on privilégie l'assurance vie ou le PEA. Voilà, donc au moins ça force l'investissement long terme. Exactement. D'ailleurs, une autre bonne pratique, et ça c'est vrai sur le PER, mais sur les autres placements, les autres enveloppes aussi, c'est de mettre en place des versements programmés. Et sur le PER comme sur l'assurance vie, du coup, on peut tout automatiser. Exactement, on peut mettre des versements programmés. Et d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup d'épargnants qui, une fois qu'ils ont compris que ça allait baisser leurs impôts l'année suivante, je reprends l'exemple que tu avais pris au départ, quelqu'un qui verse 10 000 euros, qui sait que son impôt, s'il a une tranche à 30%, va baisser de 3 000 euros l'année suivante. Mais on a des gens qui vont sur le site des impôts,
modifient leur taux de prélèvement et qui ajustent en fait de 250 euros par mois, c'est-à-dire à peu près les 3 000 euros par an, et mettent en place des versements programmés à hauteur de 250 euros par mois. C'est-à-dire que S'ils savent qu'ils vont les ils économiser, savent ces qu'ils impôts. vont les économiser, ils s'en servent tout de suite, donc ils ont une stratégie assez maligne qui est de réinvestir leur économie d'impôt, et ça fonctionne très bien parce que ils vont pouvoir investir régulièrement, c'est-à-dire que en investissant tous les mois, on prend moins de risques qu'en investissement une fois par an, et ça permet au fond de encore plus optimiser cette prise de risque éventuelle dans l'allocation d'actifs. Et puis, ils font aussi travailler de l'épargne dès le 1er janvier au lieu de tout attendre et de tout verser à la fin le 31 Et décembre. en plus, exactement, ils n'ont pas à se réveiller au mois de novembre ou au mois de décembre. Exactement. Ils savent que voilà, ce planning fiscal, il est un petit peu autogéré. Ouais. Petite question, mais est-ce qu'on peut vraiment verser le 31 décembre vraiment pile poil? Ça dépend des assureurs, j'imagine. Chez nous, ça dépend des assureurs. Cette année, on a peut-être le calendrier qui a été mis en ligne. Non, mais voilà, peut-être que jusqu'au 30 décembre. En tout cas, c'est le 31 décembre qui fait foi. Je crois que sur les signatures électroniques, on a peut-être un assureur qui va l'autoriser. Nous, de manière. Il faut faire attention. Si tout le dossier est complet, blablabla, voilà, il vaut mieux se réveiller le 15 décembre c'est clair. que le 30. Avant de passer aux questions abonnés qu'on a reçues en préparant cette interview, il y a des PER qui sont dits assurantiels et des PER bancaires. Est-ce que tu peux expliquer la différence? Alors le PER, il peut être souscrit de deux manières, soit par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance qui a packagé le produit. Donc là, on parle de PER assurantiel. Donc chez Linxea, on va avoir un PER qui est proposé par Crédit Agricole Assurance, un autre par Suravenir, un troisième par Apicil. Et puis vous avez ce qu'on appelle le PER bancaire, qui est ni plus ni moins que la même formule fiscale, mais au lieu de vous situer dans un cadre assurantiel, vous allez globalement vous retrouver sur un compte titre. Voilà. Donc la possibilité normalement sur ces PER bancaires d'investir sur toutes les classes d'actifs est autorisée parce qu'on peut tout faire. Dans la réalité, il n'y a quasiment aucun PER bancaire qui permet d'avoir une offre de gestion financière aussi large que sur un compte titre ou un PEA. Donc voilà. Et puis surtout, vous avez des avantages en termes de droits de succession qui existent dans le cadre de PER assurantiel. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est un tout petit peu complexe, mais qui peuvent être quand même assez massifs comparé à un PER bancaire qui sera de manière systématique réintégré à l'actif successoral, donc aux droits de succession. On mettra dans la description l'explication de la succession pour ceux que ça intéresse. Au niveau du PER, c'est un petit peu délicat. Alors maintenant, passons aux questions abonnées. Peut-on avoir plusieurs PER? On peut avoir plusieurs PER. Il n'y a aucun problème. C'est comme les assurances vie. Après, est-ce que on revient toujours à ce sujet, hein, une fois que j'ai plusieurs produits chez plusieurs prestataires, est-ce que j'ai une bonne gestion financière et une bonne visibilité? C'est à chacun de répondre. En tout cas, la beauté, c'est que vous pouvez surtout vous dire que vous allez consolider tous ces produits sur un seul. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez estimé que vous avez un bon partenaire, vous pouvez tout consolider. Si j'ai plusieurs PER, je peux tout On peut tout rapatrier. réagréger au sein d'un PER unique. C'est-à-dire qu'en clair, ça permet de se dire au moins je me simplifie la vie en logistique quotidienne. Donc ça, c'est quand même assez fort. Alors qu'en assurance vie, malheureusement, votre seule possibilité, c'est de faire des rachats ou de clôturer les contrats. Donc ça, c'est quand même assez sympa en termes de logistique. Faut-il attendre la fin de l'année si l'on souhaite transférer son PER? Non, ça peut se faire à tout moment. Et entre guillemets, une fois qu'on a fait ce constat, frais, choix d'investissement, service, si on a des noms dans toutes les cases, il vaut mieux le faire le plus vite possible. Voilà, pour passer sur un meilleur contrat le plus vite possible. Exactement. Et obtenir de meilleures performances plus rapidement possible. Peut-on ouvrir un PER à 55 ans et plus? Bien sûr. Généralement, c'est la période, on va dire, professionnelle où on l'espère, les revenus sont le plus élevés. Donc, évidemment, cet impact de défiscalisation, il est fort. On a encore quand même un petit peu de temps devant soi pour prendre un petit peu de risque. Voilà, donc oui, c'est un bon moment, évidemment. Est-ce une bonne stratégie de mettre du private equity dans son PER? Alors, le private equity, pour quelqu'un qui a compris la philosophie de ses investissements dans le non-coté, c'est-à-dire les actifs non cotés en bourse, trouve aujourd'hui dans des bons contrats d'assurance vie ou des bons PER des supports de ce type-là qui permettent d'investir au fond sur des entreprises de type ETI, grosses ETI, en allant viser des taux de performance qui vont aller sur des produits grand public être de l'ordre de 7 à 8% par an. Voilà, en moyenne, hein, évidemment, sur longue période. Et comme ces produits sont un petit peu moins liquides,
les assureurs mettent généralement des pénalités de sortie avant des durées de détention 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui peuvent être un petit peu gênantes en assurance vie. L'avantage, c'est que dans le PER, généralement, ces 4 ans, vous les avez devant vous. Donc ça vous permet d'aller peut-être investir sur une famille d'investissements que vous n'auriez pas sélectionné au départ. Donc oui, ça vaut le coup de s'y intéresser. Et il y a effectivement aujourd'hui pas mal de supports de bonne qualité pour générer un petit peu de performance. Quel avenir pour l'épargne retraite en France ? L'avenir, il est florissant dans le sens où on voit bien que l'impact démographique avec le taux de natalité va dans le mauvais sens, que le nombre d'actifs va dans le mauvais sens, voilà, le financement au fond de cette dette sociale va être de plus en plus complexe. Donc il est clair que de plus en plus d'épargnants vont prendre en main leur propre épargne retraite. Ça a toujours été le cas en France. Le taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé. C'est faudrait de plus en plus, et chez Lynxea, on a beaucoup d'épargnants qui sont relativement jeunes. Un épargnant sur 2 chez Lynxea a moins de 40 ans. Donc on voit que cette thématique-là, elle est forte et que le PER, globalement, est assez intelligible, il est assez simple à comprendre. Donc ça trouve son marché. Donc oui, je pense que ça va très très bien fonctionner, sauf si le législateur vient casser des produits qui fonctionnent comme le plan épargne retraite. Aujourd'hui, il y a moins de 2% des revenus à la retraite qui viennent de notre propre épargne, donc qui viennent de rentes qu'on s'est soi-même créées. Est-ce que tu penses que ceux qui prennent pas ce tournant-là vont se mettre en danger ? Est-ce que tu penses que 2% aujourd'hui, c'est assez ? Bien sûr que non. Alors c'est vrai sur des populations très modestes ou des populations avec des revenus très élevés. Cette stratégie de constitution de revenus un peu à l'anglo-saxonne avec des méthodes que tu évoques très souvent, elles sont primordiales. C'est-à-dire que même quelqu'un de très modeste qui met 25 € par mois à compter du moment où il a 19 ans, qui commence à travailler avec des revenus modestes, va pouvoir, si on fait les simulations, avoir peut-être 20 à 30% de ses revenus de retraite versés par un contrat qui sera resté accessible avec un montant d'épargne mensuel qui n'est pas hors de portée. Et ce montant-là, il est encore plus élevé avec des produits comme le PER pour des gens qui ont des tranches élevées. Donc, il est certain que ce montant-là, je pense, va monter dans les années qui viennent. Pour finir, donc c'est la signature de ce podcast qui s'appelle Secret d'investisseur. Alors, je t'avais invité l'an dernier pour faire un guide complet de l'assurance vie. Ton secret à ce moment-là, c'était ne regardez pas votre compte, votre assurance vie tous les jours, ça sert à rien. Juste regardez votre relevé annuel, c'est suffisant pour garder votre plan d'investissement sur la durée. Est-ce que tu gardes ce secret d'investisseur ou tu as un autre conseil aujourd'hui à nous donner ? Non, le petit conseil que je pourrais donner à des épargnants qui aujourd'hui sont tous obligés de regarder leur feuille d'impôt, c'est que le premier secret d'épargnant, c'est qu'une fois que vous estimez que vous payez trop d'impôts, ce qui est le cas de à peu près 2 Français sur 3, passez à l'action, prenez-vous en main, posez des questions, appelez Lynxea, appelez votre partenaire et lancez-vous éventuellement dans l'épargne retraite parce que c'est un produit qui, on l'a évoqué, si vous êtes un petit peu allergique à l'impôt, de manière mécanique, créer une satisfaction dès l'année suivante. Donc le secret d'épargnant, ça va peut-être être de passer à l'action. Voilà. Très clair. En tout cas, si vous voulez ouvrir votre PER chez Lynxea, on mettra donc un lien en description. Ce sera le premier lien en description pour découvrir les PER chez Lynxea. Merci beaucoup Yves. Merci Mathieu, en tout cas de ta confiance et merci à tous si vous avez l'occasion d'arriver au bout de ce webinaire. Oui, non, il y en a beaucoup qui regardent jusqu'à la fin. Je sais. Et qui s'informent. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup.